Voilà, on va retrouver un petit peu plus tôt que prévu notre envoyé spécial Roméo Langlois qui est actuellement en Crimée. Roméo, on voyait votre reportage en début de journal sur les Cosaques, cette milice pro-russe qui épaule les soldats envoyés par Moscou. Seulement, Roméo, hier, le président russe, Vladimir Poutine, affirmait qu'il n'y avait pas de soldats russes en Crimée. Seulement des milices d'autodéfense. Une déclaration jugée fantaisiste par les capitales occidentales. Qu'est-ce que vous avez pu observer sur le terrain ? Oui, il est surprenant qu'un ancien membre du KGB, devenu président de la République, ignore où se trouvent ses troupes, et peut-être même ses troupes d'élite, car ici, ce n'est en Crimée un secret pour personne. Les hommes qui seraient 16 000 selon le ministère de la Défense ukrainien, qui encerclent les casernes de Crimée sont bien des soldats russes. Nous parlions hier par téléphone avec le commandant de l'une de ces bases encerclées par ces hommes armés. Il nous disait qu'il s'agissait bien de Russes, selon lui de forces spéciales avec qui d'ailleurs il négociait jour après jour. Alors on parle souvent de forces spéciales ou en tout cas de troupes d'élite. Effectivement, ces hommes certes ont tout fait pour masquer leur identité. Ils portent des cagoules, ils ont enlevé les plaques minéralogiques sur grand nombre de leurs camions, mais ces hommes sont effectivement d'abord très bien armés, avec souvent un armement tout neuf. Ils sont extrêmement disciplinés, organisés, on sent qu'il y a un commandement et un contrôle. D'ailleurs, ces hommes ont réussi à prendre le contrôle entier de la Crimée en une semaine sans qu'il y ait un seul coup de feu qui soit tiré et aucun incident, aucune violation des droits de l'homme grave pour l'instant n'a été observé donc en Crimée. Le fait qu'il s'agit bien de troupes russes est ce qu'on pourrait appeler un secret de polichinelle. Alors justement, Roméo, la crise en Crimée a commencé il y a un petit peu moins d'une semaine. Quel est aujourd'hui, avec une semaine de recul, le sentiment de la population en Crimée ? Alors, au début des opérations, il y avait d'abord un grand sentiment de peur. Les gens se ruaient dans les magasins de sécurité pour s'acheter parfois des armes, et en tout cas souvent des gilets pare-balles. Ils faisaient même certains des provisions. Aujourd'hui, les gens observent, on sent un grand sentiment de résignation. La plupart des habitants de Crimée, même s'ils sont pro-russes, même s'ils sont russes, russophones, russophiles, tous ne sont pas d'accord avec cette intervention. On voit parfois des gens de Crimée, des habitants qui vont afficher leur soutien aux soldats ukrainiens. Pour l'instant, ce sont les franges les plus radicales de la Crimée, les milices cosaques qu'on a vu dans le reportage, les milices d'autodéfense, les citoyens les plus hostiles au pouvoir de Kiev qui affichent leur opinion, qui on voit au chapitre. Bien sûr, les manifestants pro-Maïdan, donc les habitants qui sympathisent avec les manifestants avec les manifestants qui ont renversé le président Viktor Yanukovych. Eux s'expriment très peu dans les médias. Certains ont été rudoyés ces derniers jours. Quant à la communauté tatare qui se considère authentiquement ukrainienne et qui est plutôt hostile à la Russie, elle représente seulement 12% de la population de Crimée et elle joue profil bas pour l'instant. Roméo Langlois, notre envoyé spécial en Crimée avec Abdallah Malkaoui. Merci beaucoup. Ces soldats patibulaires sont des Cosaques de Crimée. Vadim, un chef de cette milice pro-russe, nous ouvre les portes de l'une de ses bases au cœur de Simferopol. Armes, chevaux et drapeaux russes, le folklore cosaque découle d'une tradition séculaire. Tout le monde peut devenir un cosaque, même si les vrais cosaques le sont par le sang. Mais si vous voulez faire partie de notre communauté, il faut passer par une période d'essai qui dure au moins 1 an. Les jeunes recrues sont formés dans ce camp d'entraînement. Nous sommes prêts à affronter n'importe quelle situation en Crimée, à faire de notre mieux. On n'est pas là pour économiser nos forces, on est prêt à donner notre sang. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est frères. Si notre mère patrie nous ordonne de faire quelque chose, nous le ferons. La mère patrie nous a déjà commandé de nous lever en masse.
De religion orthodoxe, les Cosaques se disent patriotes de Crimée. Ils ont refusé de prêter allégeance au nouveau pouvoir ukrainien et ont aidé les troupes russes à faire main basse sur la péninsule. Quand les Cosaques sont en guerre, Dieu les autorise à ne pas faire le carême, afin qu'ils aient suffisamment d'énergie pour affronter leurs ennemis avec honneur. Les Cosaques opèrent en lien étroit avec la nouvelle administration de Crimée. Difficile d'évaluer leur nombre et l'ampleur de leur arsenal, mais à la faveur des opérations russes, ils ont trouvé un nouveau souffle. Pour tenter de trouver une solution à la crise, les chefs de la diplomatie russe et américaine se retrouvent aujourd'hui à Paris pour la première fois depuis la prise de contrôle russe sur la Crimée ce week-end. Sergei Lavrov et John Kerry seront entourés par les ministres britanniques et français des Affaires étrangères, William Hague et Laurent Fabius. Mais la chancelière allemande Angela Merkel pourrait également jouer un rôle important dans les discussions. Axel Simon. Le secrétaire d'État américain arrivé à Paris accompagné par son homologue ukrainien. John Kerry retrouvera le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, à l'occasion d'un déjeuner de travail, une première depuis le déploiement de troupes russes en Crimée dimanche. Une rencontre à l'initiative de l'Élysée. Le rôle de la France avec l'Europe, dans ces circonstances, c'est d'exercer toute la pression nécessaire, y compris le recours éventuel à des sanctions pour imposer la voie du dialogue et rechercher une issue politique à la crise. Une crise encore minimisée par le Kremlin. Mardi, Vladimir Poutine est sorti de son silence pour nier le déploiement de soldats russes en Crimée, affirmant qu'il s'agissait en réalité de forces locales d'autodéfense. Washington a durci le ton. Après avoir suspendu les liens militaires avec Moscou, le président américain a brandi la menace de mesures diplomatiques et économiques. Et Barack Obama n'a pas mâché ses mots. Il y a de fortes convictions qui font penser que la Russie viole le droit international, mais il ne trompe personne. Le ton est ferme, mais les Occidentaux cherchent toujours une sortie de crise pacifique. L'Allemagne pourrait jouer un rôle pivot en s'appuyant sur ses liens diplomatiques et économiques étroits avec Moscou. L'ambition des Occidentaux portée par Angela Merkel est triple, organiser la désescalade militaire par le retour des soldats dans leur base en Crimée, le déploiement d'observateurs internationaux et la reprise du dialogue entre Moscou et Kiev. Un dialogue aujourd'hui au point mort, la légitimité du nouveau pouvoir à Kiev est toujours rejetée par le Kremlin. Sur ce point, la tenue d'élections prévues en mai pourrait être une première étape. Vladimir Poutine continue d'affirmer qu'il n'y a pas de troupes russes en Ukraine. Pourtant, de nombreux éléments semblent prouver l'inverse. Écoutez les précisions de notre correspondante Ksenia Bolchakova. On l'a entendu lors de cette conférence de presse hier, il a été très clair, les hommes déployés en Crimée ne sont pas des soldats russes, mais des groupes d'autodéfense non affiliés à son armée. Selon lui, ces milices ont été créées pour éviter que le nouveau pouvoir de Kiev n'impose ses lois aux autorités locales. Ces autorités, on le sait, elles sont pro-russes, elles souhaitent un référendum sur le statut de la Crimée, voire pour les plus remontés, une séparation de l'Ukraine territoriale. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qui les arme, ces milices ? Comment se sont-ils retrouvés avec des mitraillettes derrière cri, des blindés, des hélicoptères et non pas avec des bâtons et des cocktails Molotov? Ça, eh bien, le chef du Kremlin ne le précise pas. Et puis, si depuis des jours, ces hommes qui sont mobilisés en Crimée ont refusé de s'identifier, eh bien, hier, un journaliste ukrainien a réussi à faire parler un de ces soldats qui a avoué être russe. À une question sur la raison de sa présence, il explique qu'ils sont là pour contrer les activités terroristes. La vidéo a beaucoup circulé sur le web et les réseaux sociaux ici avec des commentaires assez tranchant sur l'hypocrisie du chef du Kremlin, sa capacité à mentir quand ça l'arrange, tout en gardant la tête. Roulement de tambour à présent pour Hélène Frade qui nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Rebonjour, les quotidiens internationaux. Oui, je vous propose de parler de l'Ukraine, toujours, où les troupes russes restent déployées et continuent d'encercler les bases ukrainiennes pour les contraindre à se rendre en Crimée. D'après Vladimir Poutine, non, Cyril, ces troupes ne sont pas russes, ce sont des forces d'autodéfense ukrainiennes qui entendent résister au nouveau pouvoir de Kiev. C'est ce qu'il a assuré, en tout cas hier, devant la presse.
Poutine a-t-il vraiment nié la présence de troupes en Crimée? Le secrétaire d'État américain John Kerry a failli s'en étrangler. Il en est resté sans voix. Il en est resté sans voix. Barack Obama lui a répondu et fait savoir que Vladimir Poutine, je le cite, ne trompait personne. Et L'Orient le Jour titre ce matin sur l'entrée à grands pas dans la guerre froide. Le retour de la guerre froide, c'est bien ce dont il s'agit, confirme The International New York Times, avec ces dessins qui nous montrent les chars russes en train d'enfoncer les frontières de l'Ukraine. Ils chantent la chanson des Beatles, Back in the USSR, retour en URSS. Et Washington annonce que des mesures pourraient être prises dans la semaine contre Moscou, essentiellement des sanctions économiques. Oui, The International New York Times toujours explique que la riposte américaine pourrait consister notamment à diminuer la dépendance énergétique de l'Ukraine à l'égard de la Russie. Les États-Unis savent que le gaz naturel est la glu qui colle l'Ukraine à la Russie, écrit le journal. Et c'est là-dessus qu'ils veulent agir. Le quotidien américain rappelle que ça tombe bien. Les États-Unis, justement, recherchent en ce moment de nouveaux débouchés pour les énergies fossiles qu'ils commencent à exploiter. C'est ce qu'on appellerait faire d'une pierre deux coups. En augmentant leurs exportations vers l'Europe et l'Ukraine, les Américains atteindraient de nouveaux marchés et ils couperaient ainsi l'herbe sous le pied de Gazprom, le géant russe du gaz qui est accusé par le journal d'être à la fois un levier d'influence considérable pour la Russie et l'une des principales sources de richesse et de corruption, non seulement en Russie mais aussi en Ukraine. Élément important, le gaz ne pourra pas régler à lui seul un problème aussi complexe que celui de l'occupation russe de la Crimée. C'est ce que rappelle le journal britannique The Independent qui se demande avec perplexité comment résoudre cette crise. Les Occidentaux disposent de moyens limités pour intimider Poutine. C'est ce que relève également le Wall Street Journal qui rappelle ce simple fait. L'Ouest a autant à perdre dans cette affaire que la Russie. Contrairement à d'autres pays comme la Birmanie ou l'Iran, l'économie russe est trop importante et trop intégrée pour être facilement isolée, écrit le journal, ce que Poutine n'a d'ailleurs pas manqué de relever lui aussi lors de la conférence de presse qu'il a donnée hier.